Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission de TV au monde entièrement dévouée, consacrée à la bande dessinée. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu d'exception, le temple de la culture que le monde entier nous envie. 8 millions de visiteurs l'année dernière. Bienvenue au Louvre, bienvenue dans cette grande galerie où les peintres italiens de la Renaissance sont exposés. Bienvenue au Louvre qui, depuis plusieurs semaines, a ouvert ses portes à la bande dessinée. Une première exposition en partenariat avec les éditions Futuropolis où on peut retrouver plusieurs auteurs qui ont conjugué leur talent avec le Louvre. Une exposition que vous pourrez découvrir jusqu'au 13 avril. À travers cette exposition, on souhaitait vous faire découvrir ce Louvre d'une manière différente avec des auteurs de bande dessinée qui comptent aujourd'hui. Le premier, c'est Enki Bilal. Enki, bienvenue dans cette grande galerie. Bonjour, oui, je suis très impressionné, très ému. C'est un endroit magnifique, c'est un endroit de recueillement. C'est bien, il y a peu de monde, là, c'est l'idéal. C'est pas mal, non? C'est l'idéal, ouais. Pour nous deux, qu'est-ce que ça vous inspire, ces peintres italiens, cette Renaissance? C'est de la peinture que vous aimez, d'ailleurs? Oui, je suis sensible à toute forme de peinture. Et là, la Renaissance italienne a quelque chose de... C'est un déclic, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nous ramène à toute la beauté du corps, la beauté du... Il y a quelque chose de prenant et c'est quelque chose qui a nourri énormément tous les dessinateurs dans leurs études, dans leurs recherches. On est dans quelque chose d'essentiel en matière de peinture et de graphisme. C'est un tournant, c'est très important, oui. Vous êtes un des seuls auteurs de bande dessinée aujourd'hui dont le style est reconnu immédiatement. Alors ça, c'est moi qui le dis. Oui, je pense qu'il y en a pas mal d'autres. Mais le vôtre, en plus, abat les frontières. Et c'est vrai que vous avez débordé ce cadre traditionnel de la bande dessinée franco-belge. À quel moment vous avez ressenti justement que votre travail dépassait les frontières et s'étendait un petit peu dans le monde entier? Je ne sais pas si je l'ai ressenti, mais c'est... disons que depuis que j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'ai cherché à être en accord avec moi-même dans une forme de langage. C'est plutôt une forme de langage que je recherchais. J'ai très vite abandonné toute forme de référence pour essayer de me sentir libre. Et c'est dans cette liberté que j'ai trouvé ce style. Alors ce style, il est en évolution. Moi, je considère qu'il n'est pas figé. J'essaie de me remettre en question régulièrement pour une simple question d'équilibre et de plaisir, parce que le sentiment de refaire la même chose est souvent néfaste et négatif. Donc c'est quelque chose, je ne peux pas tellement répondre à ce genre de questions. Je ne sais pas quand et comment c'est venu. C'est simplement... On peut dire qu'il y a une sorte de langage, Enki Bilal, un langage graphique? Il y a un langage graphique, il y a un langage écrit aussi, les deux sont extrêmement liés. Je dirais même que de plus en plus les deux s'interpénètrent, c'est-à-dire que ma façon peut-être de faire de la bande dessinée aujourd'hui est assez atypique. Il y a relativement peu d'images, ce sont des choix qui sont faits dans les séquences, dans les cases. L'écrit est très important également, donc je suis dans cette phase d'évolution. Voilà, je pense que je suis en train de construire un langage. Je ne peux pas dire qu'il y en ait un déjà, mais je construis quelque chose qui m'est nécessaire dans ma façon d'exprimer les choses, que ce soit par le dessin simplement ou par les deux mariés, le dessin et le texte. Mais très peu, alors on peut parler des comics américains qui se vendent dans le monde entier, encore plus du manga qui lui justement a, au bon sens du terme, envahi plein de marchés justement de la culture. Est-ce que le fait que vous aussi soyez connu et reconnu dans le monde entier, c'est-à-dire que vous avez un style, imposé un style justement, qui, quelle que soit la culture, les gens, les lecteurs peuvent s'y retrouver peut-être? Oui, ça je l'ai constaté, c'est très agréable de le ressentir. Je l'ai constaté en exposant pas mal dans le monde, à travers le monde. Récemment, j'ai exposé en Asie, j'ai exposé en Inde, à New Delhi, à Calcutta, à Bangkok. Et c'est très émouvant de rencontrer des gens qui ont peu de culture graphique, visuelle européenne et qui ont retrouvé, qui ont reconnu, qui ont senti quelque chose dans mon dessin, dans ma peinture, qui leur appartenait. J'avais l'impression que ces gens-là avaient été touchés par des émotions qui étaient partagées. Et cette partie, ce côté un peu universel vient peut-être aussi
de ma propre histoire, de mon déplacement brutal quand j'étais gamin, venant d'un pays de l'Est. Peut-être que j'ai transporté avec moi un bagage un peu hétéroclite, un peu ouvert aussi. Donc la volonté aussi de s'extraire de références trop précises, la volonté également de regarder le monde dans sa globalité, d'essayer de le représenter, de traiter des sujets qui impliquent et qui sont imprégnés de ce monde. Tout ça fait qu'il y a une espèce de cosmopolitisme sans doute qui apparaît dans mon travail. Et ça, c'est effectivement très agréable. Que les frontières tombent visuellement simplement parce que les gens ressentent des choses à travers mes dessins et mes peintures. I find myself thinking the great spiritual imagination in times of separation. As the daylight and the haze settles with glazy sun on the mountain's horizon, I feel drawn to the mystery of... Ce bagage universel, on le retrouve dans votre nouvel ouvrage, Animals, chez Casterman. Le coup de sang de Mère Nature, on va dire. Hein. Les choses s'accélèrent. On est dans un pseudo-futur, on ne sait pas trop. En tout cas, futur mais proche. Voilà, la nature reprend ses droits, écrase finalement nos sociétés. Et cette universalité, finalement, rapproche l'homme, les hommes qui restent de la nature. C'était le message que vous souhaitiez faire passer ? Je ne sais pas si je souhaitais passer un message. Ça peut être l'un des messages, on peut le voir comme ça. C'est davantage une volonté de rupture. Déjà personnellement, dans mon travail de peinture, j'ai voulu faire une rupture graphique radicale au sortir d'un travail long et lourd sur le monstre. La tétralogie du monstre, qui était vraiment quelque chose de très prenant et de très violent. Donc je souhaitais faire une rupture, mais dans la légèreté. Alors peut-être que le thème vous paraît difficile et lourd aussi, puisqu'il est question quand même de survie après que la nature ait eu un coup de sang, effectivement, une colère, une saine colère pratiquement. Mais la volonté, c'était surtout de faire dans la légèreté et de je dirais presque même de faire un western futuriste. Donc la mécanique du western est véritablement mise en place dès le début. C'est une tranche de vie dans un moment difficile qui concerne un certain nombre de personnages qui vont essayer de rejoindre un lieu d'où ils peuvent envisager de survivre. Donc on est dans quelque chose de relativement simple mais effectivement parfaitement universel parce que on a fait tellement de mal à cette nature au cours du siècle dernier notamment que elle commence à se révolter. On le sait d'ailleurs, hein, le climat, les modifications que l'on vit environnementales qui se produisent depuis quelques années sont des signaux avant-coureurs. Donc ce thème à la fois important, essentiel, difficile, inquiétant, m'a permis peut-être de raconter de manière plus légère l'histoire de gens qui nous ressemblent, qui sont tout d'un coup confrontés à la problématique de la survie. J'ai l'impression que vous prenez un malin plaisir, mais ça c'est le scénariste aussi, de mettre vos personnages que vous créez dans des situations de survie où ils doivent se dépasser, se surpasser pour vivre, pour survivre, pour continuer leur chemin. Oui, bah c'est agréable de créer des épreuves, c'est agréable de les imaginer, c'est agréable de les traiter. Mais ça va au-delà de ça, je pense que il y a aussi un certain nombre de questions, il y a une histoire parallèle, il y a notamment deux cow-boys, hein, qui sont littéralement des cow-boys, là, puisqu'ils sont à cheval, sont une espèce de composante de cheval zèbre qui représente une forme de lucidité de l'humain, savoir une forme de nihilisme absolu, mais une vision philosophique un peu désabusée, et ça c'est plutôt amusant de créer des histoires dans l'histoire. Et puis il y a aussi au cœur de ce western, on va dire, il y a l'hybridation. Donc les êtres sont confrontés à un désir d'hybridation animale. Donc il y a ce rapport-là aussi qui est important, parce que je pense aussi que d'une certaine manière, si on a des comptes à rendre à la nature, hein, je ne veux pas parler d'autres sphères spirituelles, mais des comptes à rendre à la nature, on doit les rendre aussi au monde animal, au monde végétal. Donc il y a cette omniprésence aussi de lien entre l'homme et ses congénères, ceux qui l'accompagnent, ceux qui sont nos compagnons sur cette planète. Donc on est dans ce regard-là aussi, l'animal et l'homme.
Enki, je parlais en lançant cette émission de l'Odyssée de la bande dessinée. Est-ce que vous avez le sentiment que la bande dessinée suit des chemins qui un jour peut-être l'amèneront ici, dans cette grande galerie? Est-ce que vous serez exposé ici, dans 100 ans, Enki Bilal? Peut-être, ça me ferait plaisir d'être en compagnie de ces artistes-là. Je pense que oui, mais oui, bien sûr. Mais dans 100 ans, je ne sais pas où on en sera, sur le plan notamment, si on se réfère à Animals, mais en tout cas, le cheminement de la bande dessinée me paraît normal, naturel. Ça n'a pas été facile toujours, il y a encore des résistances, il y a encore des gens qui ne comprennent pas cette démarche artistique, mais je peux vous garantir qu'elle est pleine. C'est une démarche artistique qui est absolument pleine, parce qu'elle intègre en plus aujourd'hui la liberté. Et cette liberté vient du fait aussi que ça reste c'est un art, mais c'est un artisanat aussi. On est loin de l'implication financière qui traverse le cinéma, qui mine le cinéma, qui le corrompt d'une certaine manière. Donc on est dans ce geste que j'évoquais tout à l'heure du dessin, ce geste de l'écriture. Tout ça c'est primal et c'est la force de cet art. Et un art qui a une telle capacité finit forcément au mur des musées, plus ou moins grands, ou finit dans les bibliothèques. Ça, c'est déjà une réalité. Merci beaucoup, Enki Bilal. On vous retrouve dans Animaz. Dans Animaz. Chez Casterman. Et nous, on va continuer notre chemin ici, chemin de culture, chemin de plaisir dans cette grande galerie. On va vous faire découvrir des amoureux de la bande dessinée, de la culture et des auteurs de bande dessinée. On était avec Enki Bilal, maintenant direction le Japon. Très belle rencontre avec Hiroshi Hirata. C'est le premier auteur japonais à avoir été traduit en France. Et il est considéré comme le plus grand adaptateur de l'histoire des samouraïs du Japon. Très belle rencontre que je vous propose tout de suite. Hiroshi Hirata est un samouraï de la culture. Depuis un demi-siècle, il n'a cessé de semer dans nos esprits la beauté de son trait, l'excellence de ses courbes, la folie de ses récits. Hiroshi est un maître de la plume et du pinceau. Ces samouraïs surgissent à chaque page comme des chevaliers de l'imaginaire. Ces guerriers du Japon historique, il les crée comme des héros intemporels, des héros modernes. Je ne m'intéresse pas forcément aux samouraïs, mais plutôt à nos ancêtres. Savoir ce qu'ils ont fait, on peut toujours apprendre quelque chose. On peut tirer des leçons pour mieux vivre dans ce 21e siècle, dans notre quotidien. En comparant cette société féodale avec ces samouraïs qui se sont sacrifiés pour le Japon, et cette société actuelle où c'est vrai, il est parfois difficile de trouver des héros comme les samouraïs. Je souhaite mettre en avant dans mes albums ce message du don de soi. Zatoichi, l'âme du Kyodo, histoire d'un père, les histoires de Hiroshi Hirata explorent l'âme du peuple japonais au plus profond de son histoire. Hiroshi conjugue le dessin, l'écriture, la calligraphie avec la même envie, le même plaisir. Pour moi, le dessin, la calligraphie et l'écriture, c'est la même chose. Dans le dessin, je souhaite retranscrire les sentiments humains, comme la tristesse, la peur, le bonheur et la joie. Dans l'écriture, la calligraphie, quand j'écris les lettres, par exemple pour le sentiment de tristesse, je mets beaucoup de nuances. Mais pour la colère, j'utilise plutôt un trait violent, plus abrupt. Par exemple, dans cette scène de bataille, le dessin est dynamique, les guerriers cherchent à se tuer. C'est très violent, j'essaye de trouver l'émotion juste.
J'ai mis à peu près 3 ou 4 jours. C'est assez long. Je dois me battre en permanence contre le temps qui passe vraiment trop vite. Hiroshi Hirata nous livre autant de batailles sanglantes et meurtrières que de réflexions sur l'amitié, l'amour et la vie. Hiroshi Hirata veut à travers son œuvre rapprocher les peuples. On continue notre chemin, notre traversée de cette culture ici dans ce lieu magique de la Grande Galerie au Louvre avec Jennifer du quotidien Métro. Jennifer, comment vas-tu? Ça va merveilleusement bien. Avoir le Louvre comme ça, sans touristes. Le Louvre pour nous deux, qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces peintures? Tu trouves ça plutôt poussiéreux ou plutôt enthousiasmant, magique? C'est pas poussiéreux parce que c'est quand même très bien entretenu ici. C'est vraiment magique d'avoir cet espace incroyable pour nous tout seuls, voilà, un peu avoir la foule et se retrouver vraiment face à face à des tableaux qui ont vu passer des siècles. Ouais. Si ces tableaux pouvaient parler. Oui, ils diraient, j'imagine, beaucoup de choses. En tout cas, surtout les gens qui sont venus les voir. Métro, je sais, s'implique beaucoup dans la culture. Dès le départ, Métro avait cette politique de dire la culture doit être pas seulement 2-3 petits articles, mais vraiment des pages entières, parce que c'est important aujourd'hui dans le quotidien et dans la société française. La culture fait vraiment partie de notre vie quotidienne, qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs, mais en plus en ce moment où on parle essentiellement de marasme, de crise, de cataclysme de la société, on a encore plus besoin qu'avant de cet échappatoire que nous offre la culture. Donc oui, à Métro, on tient vraiment à ce que ça ait une place aussi importante que la politique, l'économie ou les sports, pour montrer vraiment que c'est ancré dans notre vie quotidienne et que ça peut faire que du bien en tout cas. Alors ce qui m'a tout de suite étonné, moi, dans ces pages culture, c'est qu'on trouve beaucoup de bandes dessinées. Ça veut dire que dès le départ, la bande dessinée, c'était pas le parent pauvre, comme souvent dans les médias, et on mettait la BD à côté des grandes expos, à côté des grands chanteurs. C'était important, ça? Oui, c'est très important parce que c'est quand même un des rares secteurs qui se porte bien, qui touche toutes les couches de population, tous les âges, tous les genres. La BD est incontournable de toute façon, c'est vraiment l'alliance du visuel, du dessin, du texte. On nous raconte une histoire, voilà, ça peut être des lieux communs, mais c'est quand même très important d'avoir tout ça dans un format quand même assez réduit, pas trop cher, à la portée de toutes les bourses. Vraiment, la BD prend une importance assez considérable, surtout ces dernières années, j'ai l'impression. Oui, tu as ressenti ça vraiment? Ah oui, il y a un mouvement naturel, il y a un mouvement sans censure, sans limite. Tous les thèmes sont abordés, des plus mignons, des plus cucus aux plus atroces. Il y a certaines BD qui peuvent être insoutenables aussi. J'ai l'impression que c'est un domaine qui connaît aucune frontière, aucune limite. Et la liberté que prennent les auteurs et quand même le succès public et critique qui l'accompagne souvent, parce qu'on reconnaît cette liberté, on l'encourage, c'est quand même très positif. Alors, tu le disais, un Métro est partenaire de cette exposition, la première exposition BD au Louvre, dans une salle où on reçoit d'habitude des grands peintres, des grands sculpteurs, donc c'est vrai que c'est formidable pour la BD. Pourquoi justement Métro veut mettre en avant la bande dessinée dans ces lieux de culture? Alors je le disais un peu en rigolant, un peu poussiéreux, mais qui sont majestueux. C'est justement, comme tu le disais, pour faire en sorte que, quelle que soit la culture, bande dessinée, grand peintre, on soit dans la même logique, c'est-à-dire peut-être qu'on recherche avant tout du plaisir et de l'émotion en venant ici. Voilà, nous on n'a pas du tout, à Métro en tout cas, on n'a pas du tout une vocation élitiste. On tient vraiment à être clair, à encourager les gens à aller voir des choses qui nous touchent, qu'on aime, qui ne nécessitent pas des bac plus 10 ou vraiment des cours du soir à l'école du Louvre. Et cette expo, voilà, c'est exactement ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, c'est décrocher un peu un art de son piédestal ou de son petit atelier coincé au coin d'une rue et de faire une rencontre qui soit originale, qui soit décalée et qui mette encore plus en valeur justement que ce soit des planches de BD ou des toiles de la Renaissance. Bon, Jennifer, merci. On te retrouve donc
plusieurs fois par semaine alors dans Métro pour la rubrique culture. Voilà. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses à voir, à lire, à faire, à écouter. Voilà, et à écrire. donner envie justement aux lecteurs. Et ben voilà, parmi ces choses qu'on va essayer de vous donner envie de visiter et de venir découvrir ici au Louvre, c'est bien sûr cette exposition de 4 auteurs des éditions Futuropolis. Ils sont exposés pas loin d'ici, de la Grande Galerie, dans le Louvre. Et c'est Thomas Carré-Pierrat, un fidèle de l'émission, qui vous fait découvrir cette très belle exposition. Une nouvelle fois, une première ici, dans ce majestueux musée du Louvre. A tout de suite. C'est évidemment un gigantesque honneur et en même temps c'était au départ une grande peur d'être un peu écrasé par le monument que ça représente. C'est assez exceptionnel de pouvoir être exposé au Louvre de son vivant, donc j'espère que je vais rester vivant au moins jusqu'à la fin de l'exposition. La bande dessinée peut-être depuis longtemps a un peu souffert d'être le parent pauvre comme ça des arts, mais là je ne parle que pour moi parce que chacun fait son opinion évidemment, mais à mes yeux la bande dessinée est un art comme les autres. Je veux dire, on ne va pas non plus la mettre plus haut ni plus bas, mais c'est un art contemporain et je pense qu'il ne faut pas le négliger. Des planches de bande dessinée en plein cœur du Louvre, impensable il y a encore quelques années. Mais le célèbre musée a relevé le défi. En collaboration avec les éditions Futuropolis, il invite des auteurs à redécouvrir ce lieu mythique, ses salles, ses œuvres, ses entrailles. C'était pas une commande en fait, c'était vraiment une carte blanche, une totale carte blanche avec une liberté aussi totale. Donc je me suis un peu pris au jeu. J'ai fait vagabonder comme ça mon imaginaire et curieusement, j'y croyais pas au début, mais ça donnait quelque chose. Ça a donné un livre qui vagabonde justement, qui vagabonde dans les sous-sols du Louvre. Une balade poétique dans les coulisses du Louvre, en compagnie de 2 experts chargés de faire l'inventaire du musée. Une errance artistique, c'est également ce que propose Nicolas de Crécy. L'intrigue se déroule dans un futur lointain où l'Europe a disparu sous les glaces. Il y a une expédition qui découvre le Louvre enfoui sous les glaces et en fait ils vont découvrir toutes les œuvres que nous on connaît mais avec un regard qui est complètement différent. Ils vont se tromper en fait du début à la fin. Heureusement, ils sont accompagnés d'une drôle de bête, un cochon-chien capable de communiquer avec les œuvres d'art, des œuvres qui vont revivre à travers ses regards profanes. On peut avoir une culture pour sentir une image, mais on peut aussi l'interpréter à sa manière, même si on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de cette image, ce pourquoi elle a été faite, dans quel cadre, à quelle époque. Et l'image peut toucher aussi à travers le temps, et on peut en avoir une lecture personnelle. Connaître tout ce qu'il y a au Louvre demande une culture en histoire de l'art absolument gigantesque que peu de monde possède. Donc on peut quand même voir les œuvres, même si on n'a pas cette culture. Ça, c'est important. Dans son album à paraître courant 2009, Bernard Isler mène également une réflexion sur l'art et la création. Pour cette exposition, l'auteur belge a décidé de se mettre en scène, à l'image du personnage principal de son histoire, le peintre David, dont l'atelier se trouvait au cœur du musée du Louvre. Dessiner à l'intérieur du Louvre, c'était d'abord un fantasme pour moi de me dire je vais dessiner dans ce musée. La deuxième chose, c'était de mettre en abîme un peu le scénario et de dire l'album est en train de se faire, donc je vais dessiner en direct au Louvre. C'est un logiciel qui a capturé toute l'histoire du dessin. Donc on voit le dessin se faire sur l'écran. Le logiciel a capturé le mouvement de la souris. Donc c'est même mieux que si on regardait derrière mon épaule, puisque ma main ne cache rien. Une manière de montrer que le dessin est un art vivant. Et c'est tout l'enjeu de cette exposition, construire des passerelles entre les peintres anciens et leurs héritiers contemporains. Autre époque, autre technique, mais un même talent créatif enfin reconnu. La bande dessinée acquiert peu à peu ses lettres de noblesse. Vous venez de découvrir cette exposition en partenariat avec les éditions Futuropolis et le Louvre, exposition exceptionnelle puisque c'est la première fois que des auteurs de bande dessinée sont ici au Louvre, dans une salle où d'habitude on peut trouver des grands sculpteurs ou des grands peintres. On va continuer dans cette galerie, la galerie du Louvre, avec un galeriste, Daniel Magani. Daniel, comment vas-tu ?
Un peu stressé, Jean-Philippe. Oui, Ça va. mais t'inquiète pas. Quelle est ta première impression ici dans cette grande galerie du Louvre? Ben, c'est c'est un lieu extraordinaire. Il y a vraiment, c'est une surface d'exposition géniale. La hauteur de plafond, le lieu, il y a une âme. On sent que il y a toute l'histoire de France qui s'est déroulée ici. C'est le rêve de voir des tableaux, de voir des œuvres mis en valeur de cette façon-là, et c'est encore plus un bonheur de pouvoir être dans le Louvre grâce à toi, 100 personnes. C'est un événement magique, pour moi, un moment magique, et c'est un lieu qu'on n'a pas envie de quitter. On sent l'âme des peintres et on sent l'âme de la création. On va évidemment parler de ta galerie, où tu exposes plein d'auteurs de bande dessinée, mais la peinture classique, cette peinture par exemple italienne de la Renaissance, ça te plaît aussi, toi? Moi, j'adore le dessin réaliste, donc évidemment, les maîtres, ils sont ici pour moi. Que ce soit les peintres de la Renaissance ou après Latour ou Vermeer ou Renoir, c'est pour moi, ou Joseph Vernet, c'est pour moi les bases de la peinture, les bases du dessin. D'ailleurs, c'est un dessin qui touche tout le temps, toujours les gens, encore maintenant, des générations après. Des millions de personnes viennent ici et c'est un dessin qui est pour moi accessible à tout le monde et qui donne une émotion instantanée. Alors toi, tu as ton petit Louvre, pas loin d'ici en plus, c'est assez étonnant, de l'autre côté de la Seine, quai des Grands Augustins, ta galerie où tu exposes des auteurs avec des styles totalement différents. Toi, depuis longtemps justement, tu as compris que la bande dessinée, que ces auteurs, ces dessinateurs avaient, on va dire, le talent et la dimension justement pour être exposés et considérés comme être membre à part d'un art majeur justement dans la culture aujourd'hui. C'est juste une question d'émotion et de choc graphique quand tu vois des peintures de Manara, quand tu vois des originaux de Bilal, quand tu vois des dessins de Guarnido, tu vois tous ces auteurs, quand tu vois la plupart sont une maîtrise du traitement classique, quelqu'un comme Ségrel ou Rosinski, pour moi c'est des peintres à l'ancienne du XVIIIe, c'est ceux qui font encore de l'huile aujourd'hui. Donc pour moi la bande dessinée ou les auteurs majeurs de la bande dessinée, c'est un prolongement direct de la peinture classique et des grands maîtres classiques qui sont ici. Donc moi je suis très heureux que la galerie soit en face du Louvre, on est quai des Grands Augustins, donc c'est un vrai bonheur de travailler dans des conditions pareilles. La BD, il y a une très grande richesse, une très grande diversité. Tu as des auteurs très classiques, je te parlais de Lepage, ou Gibrat, ou Julliard. Et puis tu as des auteurs qui sont des virtuoses, des gens comme Dumonteuil, des gens comme Rabaté, où il y a des gens comme Prado, qui ont un trait beaucoup plus instantané, où il y a vraiment une magie directe du dessin, un trait plus jeté. Donc, mais je pense que oui, c'est aller voir une expo au Louvre et voir une expo de Prade, de Manara ou des maîtres de la bande dessinée, ça fait partie d'un tout. C'est une émotion. Est-ce que tu as eu quand même des difficultés, des souffrances au début d'exposer justement des auteurs de bande dessinée où on te disait bon c'est bien mais c'est de la bande dessinée, c'est pas de la peinture, c'est pas un art majeur? Tu touches au problème que j'ai eu il y a 20 ans, puisque moi j'ai bientôt 39 ans, et quand j'ai vu des originaux de BD quand j'avais 19 ans, il y avait personne qui les mettait en valeur. Il y avait un marché qui était l'album et l'album de collection. Donc le bel album. C'est-à-dire que l'album de collection valait plus cher que les originaux de bande dessinée? Personne ne s'intéressait aux originaux de bande dessinée. En Belgique, c'était la bande dessinée quelque chose d'important, un art majeur. Pour eux, Tillieux, Franquin, Peyo, Hergé, c'est leur maître, c'est quelque chose d'important dans la culture du pays. Il y a 20 ans, personne n'exposait des originaux de bande dessinée, il n'y avait pas de galerie active qui vendait des originaux de bande dessinée. Et moi, il a fallu que j'aille chez les auteurs pour voir les originaux, avoir le choc visuel. Parce que tu peux voir l'avantage de la galerie, tu peux voir 8000 dessins originaux, crayonnés, de 300 auteurs différents. Tu peux les prendre, les regarder, les toucher. Moi, quand j'allais chez les auteurs, ça a été un choc. Je pensais même pas que c'était possible. Quand j'ai vendu du Manara ou du Bilal il y a 15 ans ou il y a 20 ans, pour les amateurs de BD, c'était cher. C'était 15 000 francs, 10 000 francs, 18 000 francs. Mais par rapport à de l'art contemporain, par rapport aux grands noms français de l'art contemporain qui étaient Combas, Hérault, Classen, Di Rosa, qui sont tous inspirés de la bande dessinée, c'était des prix vraiment dérisoires. Et quand je disais aux gens que ces maîtres-là allaient finir dans des musées, une grande partie me regardait avec circonspection. Alors on le voit justement, un des auteurs qui crée pour toi, c'est Andréi.
Arinouchkine, qui est en train justement de créer pendant cette interview. Ça veut dire que des auteurs comme André peuvent faire de la bande dessinée, trouver peut-être un espace de liberté, un espace d'accomplissement intellectuel et culturel finalement. Tout à fait, André, pour moi, c'est vraiment un peintre à l'ancienne. C'est vraiment l'héritier des grands peintres du XVIIIe. C'est quelqu'un qui a un dessin figuratif classique et qui trouve son épanouissement dans l'illustration, mais aussi dans la bande dessinée. Pour lui, il travaille chaque case de bande dessinée comme une peinture. Il cherche l'émotion, c'est le plus important pour lui, il cherche la lumière. C'est vraiment quelqu'un, tu vois ses originaux, t'as un choc immédiat. Il arrive à... Ces femmes, elles ressemblent à personne. Tu ressens l'âme slave dans son dessin. Il fait partie de ces auteurs pour lesquels c'est difficile d'avoir une place dans l'art contemporain actuel, qui est d'abord du concept ou de l'abstrait. C'est ce que mettent d'abord en avant les galeries d'art contemporain. Donc c'est vraiment, il fait partie de ces auteurs classiques, avec une formation classique, et qui est capable de te faire une huile très travaillée à l'ancienne, mais qui est aussi capable de te faire un portrait jeté en 30 secondes, une minute, avec beaucoup d'émotion. Donc c'est vraiment, pour moi, il avait fait un conte russe qui s'appelait L'Oiseau de Feu, que j'avais découvert. Et quand j'ai vu ce conte russe, je me suis dit, mais je veux absolument travailler avec cet auteur. Et j'ai eu le bonheur qu'il vienne un jour à la galerie, tu t'imagines, qu'il montre ses originaux. Et puis ça a été le début d'une relation d'amitié professionnelle et la chance de pouvoir l'éditer et faire de la bande dessinée avec lui. Écoute Daniel, merci beaucoup. On te retrouve donc juste à côté, donc venez au Louvre évidemment et venez en face, galerie voilà, des Grands Augustins, au 47, hein, Daniel. On se retrouve là-bas avec à peu près 8000 originaux, c'est ça? 8000 originaux de 300 auteurs. Voilà, 300 auteurs, donc des styles voilà, totalement différents. Vous pourrez y trouver, j'imagine, votre bonheur. Et allez-y, c'est un vrai lieu de culture. On continue nos pérégrinations ici dans ce monde merveilleux, à la fois de la culture mais aussi de la bande dessinée. Une très belle exposition ici au Louvre avec des auteurs des éditions Futuropolis. Alors pourquoi Futuropolis? On va essayer de comprendre avec Sébastien Gneilig. Sébastien, comment vas-tu? Pas mal. C'est même assez impressionnant d'être là aujourd'hui dans la grande galerie en train de parler de bande dessinée ensemble. Je crois que c'est quand même l'aboutissement de 4 ans maintenant d'une collaboration avec le musée du Louvre, avec cette collection donc de bandes dessinées, cette carte blanche offerte à des auteurs, Nicolas de Crécy, Marc-Antoine Mathieu, Éric Libert jusqu'à présent, et bientôt Bernard Isler avec Jean-Claude Carrière, et donc ces auteurs qui sont venus au Louvre pour parler du Louvre à leur manière décalée, à leur manière originale, je crois. Depuis 4 ans. Alors comment s'est fait cette rencontre, Sébastien, entre le monument, le Louvre, le triomphe de la culture dans le monde entier, et puis les éditions Futuropolis? C'est à égalité finalement. Voilà, maintenant c'est égalité. Voilà. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord une proposition du Louvre. C'est Fabrice Douard, qui est éditeur au musée du Louvre Édition, qui a su convaincre le président, directeur du Louvre, monsieur Henri Loirette, que c'était intéressant, de la même manière que des artistes contemporains ont pu entrer dans le Louvre en faisant des œuvres en regard déjà des œuvres exposées, de proposer cette carte blanche à des auteurs de bande dessinée. Et ça s'est fait de manière très simple et de manière justement assez égalitaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le grand temple de la culture qui est venu vers les petits Mickey, c'est vraiment une démarche d'association, de rencontre entre des arts finalement, d'aller justement chercher des auteurs qui aujourd'hui s'expriment par le dessin. Je crois que c'est un petit peu ce que l'on a tout autour ici, finalement, des artistes qui se sont exprimés par la peinture, par le dessin, évidemment la sculpture. Et donc justement de solliciter leur regard pour pouvoir amener peut-être des gens qui
ne vont peut-être moins souvent au musée, de revenir dans les salles et se rendre compte qu'effectivement, de confronter finalement, par ce petit biais de la bande dessinée, revenir dans ces salles dans lesquelles nous sommes. Alors ce qui est étonnant dans l'exposition qu'on peut découvrir en ce moment justement, c'est qu'il y a des auteurs qui travaillent de façon plutôt classique, et d'autres avec l'outil aussi numérique de l'ordinateur. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de faire rentrer au Louvre finalement l'outil de notre quotidien, l'outil numérique, l'ordinateur, dans ce lieu pourtant temple de la culture quand même. En fait, je pense que justement le Louvre montre déjà au quotidien plus de 5000 ans d'histoire. Donc les outils ont bien évolué en 5000 ans. Et donc effectivement aujourd'hui, des artistes s'expriment différemment. C'est vrai que Bernard Isler, qui est le dernier exposé dont le livre va sortir dans l'année, lui ne travaille plus sur le papier. Il ne travaille plus que par l'outil informatique, par la palette graphique. Et donc c'était intéressant de pouvoir montrer ça, de montrer par écran, sur des écrans, effectivement, ce travail en devenir. C'est vrai que l'outil informatique permet de garder en mémoire toutes les étapes du travail. Et je crois que c'était assez impressionnant de voir justement le dessin en train de se faire au fur et à mesure, vraiment à toutes les étapes du travail. Et ça, je crois que c'est un des plus de cette exposition d'ailleurs. Bon Sébastien, merci à toi. Merci. À très bientôt pour d'autres aventures. Exactement, exactement, il y en aura. Alors, je vous parle depuis le début de cette grande galerie ici au Louvre. Vous allez découvrir, grâce aux images de Lise Pressac, des auteurs italiens de la Renaissance. C'est tout à fait fabuleux. Donc c'est parti pour cette aventure à travers la grande galerie. Il n'y a personne aujourd'hui, c'est vraiment un moment magique et de grande émotion. À vous de le vivre maintenant. On finit cette émission tout à fait exceptionnelle ici au Louvre, dans la Grande Galerie. Vous le voyez autour de nous, tous les peintres italiens de la Renaissance sont exposés. Donc on allait finir évidemment avec un auteur particulier, car il travaille sur différents supports. Le cinéma, les jeux vidéo et la bande dessinée. Mathieu Laufray. Bonjour. Mathieu, qu'est-ce que tu ressens ici, dans cette Grande Galerie ? La pression, avant tout la pression, le gigantisme et la valeur. Le sentiment de se dire on travaille dans quelque chose qui laisse des traces potentiellement. Le potentiel est vaste et donc ça vaut le coup de s'y investir à fond. Est-ce que ces peintures, qu'on dit classiques évidemment, c'est des peintures que tu apprécies, c'est des styles qui peuvent t'inspirer toi ? Ça l'a été. En fait, à chaque âge, je crois qu'on se concentre sur des périodes et des écoles différentes. Là, en ce moment, je sais pourquoi, c'est l'école fin 19e qui me fascine complètement. Là, on remonte un petit peu plus avant. Donc, je passe en ce moment plus de temps à Orsay qu'au musée du Louvre. Mais ça a été l'inverse il y a quelques années de ça. Tout dépend de ce qu'on veut creuser, approfondir, ce qui pose le plus de problèmes et dans quelle direction on va aller. Alors, je le disais, tu conjugues dans ton quotidien d'artiste plusieurs formes, à travers justement le dessin, l'illustration, la peinture, mais aussi le cinéma, les jeux vidéo. Est-ce que tu abordes toutes ces formes d'expression artistique de la même façon ? Non, vraiment pas. D'abord parce que j'ai pas la même responsabilité sur chacune. Donc le cinéma, c'est une œuvre collective. J'ai jamais été réalisateur, donc on doit créer des univers globalement, lire un scénario. Moi, j'interviens toujours très tôt, et donc je lis le scénario, et il va falloir que ça crée dans quelques mois une émotion sous forme d'unité. Et donc avec le réalisateur, on se met ensemble et on dit bon voilà, quel va être le meilleur théâtre, la meilleure lumière, les meilleurs costumes, le meilleur environnement pour soutenir l'émotion du personnage, du protagoniste à ce moment-là. Donc mon rôle est celui-là. Quand on fait de la bande dessinée, c'est une écriture à part entière. C'est-à-dire on choisit son sujet, on décide de le raconter, on décide comment on va le raconter, comment on va le dialoguer, comment on va l'écrire, mais aussi comment la ligne, comment le trait va soutenir une émotion. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont je parle souvent avec mon scénariste et on peut jamais définir à l'état de découpage quel signal va passer au final. Parce que le dessin va aussi imposer sa force, il va imposer son chaos et il va imposer son émotion en tant que telle. Et ça va prendre une importance qui n'est pas anticipable au niveau du scénario. Donc il faut jouer avec ça. Donc c'est vraiment une écriture qui commence dans la première idée et qui se termine à partir du moment où on rend la page terminée, couleur finie. Et ça crée une unité globale. Et donc c'est pas du tout la même façon de penser. Dans un cas, on est un outil et on va essayer de mettre en avant une émotion faite par un autre. Et donc on a un spectre d'armes assez limité. Dans le cas de la bande dessinée,
tout ce qui est offert par le média et tout ce qu'on peut arriver à faire, parvenir à faire par nous-mêmes, est disponible. Et donc on peut être beaucoup plus précis, je peux être beaucoup plus précis dans ce média-là pour cerner au mieux l'émotion qui était l'intention de départ. Mais Mathieu, l'émotion justement, et c'est vrai que j'en parle souvent dans l'émission, parce que la bande dessinée aujourd'hui nous offre un panel d'émotions qui est considérable et qui est très vaste. L'émotion, à quel moment tu sais qu'elle vient sur le papier? À quel moment tu la ressens au bout de ta main? Tu sais, voilà, je commence à tenir, à façonner, à bâtir cette émotion. Ça vient aussi par étapes. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, moi comme j'étais dessinateur à la base, on pense toujours que le dessin va être le mode d'expression final. Et comme c'est un art séquentiel et narratif, on s'aperçoit que c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est une structure globale et qu'il est difficile d'isoler une page, difficile d'isoler un dessin. Il faut penser comme une mélodie en fait, globalement. Savoir quelles vont être les accélérations, les décélérations, quelles vont être les intensités. Et globalement, on sait qu'une page, quel que soit le brio pictural qu'on peut tenter d'y mettre, s'il n'a pas été mis en valeur, s'il n'a pas été amené, n'aura strictement aucune efficacité. Donc on doit penser de manière absolument globale. Donc la question est difficile parce qu'il est quasiment impossible à la page de savoir si on a accompli son but ou pas. Donc maintenant, en fait, je procède différemment. Je fais du storyboard sur quasiment tout l'album. Et je le lis. Et je lis mon bouquin 3 semaines après que la première idée soit venue. Je l'ai déjà sous les yeux, je peux le lire. Et je me rends compte, globalement, quels vont être les moments où il va falloir être intense, les moments où il va être calme, les moments où il faut pondérer les effets. Et au contraire, les moments où il faut lâcher du lest et mettre le paquet. Et ça, c'est en fait, c'est ça le problème du cinéma comme de la bande dessinée, contrairement à l'art pictural comme ça peut-être, c'est qu'on doit le construire sur la durée. Et donc, entre l'émotion primaire, où on est dans un café avec un scénariste, on se dit voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va essayer de traduire, et le résultat final, il a fallu vraiment distiller, construire, analyser, reconstituer l'émotion et prier pour qu'à la fin, tout ce concassage en règle et cette reconstitution un petit peu prosaïque donne un résultat. Et ça, c'est l'aspect difficile de ces deux médias, je pense. Mathieu, j'en finis avec ce lieu, évidemment, ce lieu extraordinaire. Est-ce que tu penses que dans un siècle, il y aura une odyssée de la bande dessinée et que des auteurs comme toi ou comme Enki Bilal qu'on a découvert au début de l'émission seront exposés ici, dans ce Louvre majestueux? C'est très difficile à dire, mais je suis assez convaincu que la bande dessinée suit une évolution exactement de la même manière que d'autres médias, comme le cinéma qui est à peu près né en même temps. Et c'est un média qui se prête, oui et non, à l'exposition en termes de musée, mais plutôt oui. Parce que, encore une fois, la liberté d'écriture que pose la bande dessinée et la liberté de propos fait que chaque page a une écriture spécifique qui représente une personne, un point de vue. Et quand même, malgré tout pictural, même si elle est découpée en images, c'est quand même un support pictural. Donc je suis assez convaincu que c'est un support qui, en plus, vu l'apparition du numérique, vu la façon dont les supports risquent de se lisser progressivement et devenir de plus en plus un petit peu similaire. Je pense que la spécificité du gars qui se pointe devant sa table et qui raconte son histoire tout seul, sans demander de millions à gauche, à droite, de sponsors, de machin, etc., et qui dit je raconte ça et je le fais comme je peux, va être un témoignage sincère, poignant, unique, qui méritera une représentation. Oui. Bon Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir conclu cette émission dans ce lieu vraiment magique du Louvre, la Grande Galerie. Je ne vais pas finir cette émission sans remercier évidemment l'ensemble des personnes du personnel du Louvre qui nous ont aidés à créer et à mettre en place cette émission. Isabelle Laborde, Charlotte Lacombe, elles ont été à nos côtés. Je les remercie vraiment chaleureusement. Et puis à Public Sénat, Bénédicte Combrexel travaille avec moi depuis des années. Vraiment, je la remercie beaucoup parce qu'elle nous a permis aussi, voilà, de vous faire vivre avec l'émotion dont on parlait avec Mathieu, ce lieu et tout l'amour que moi j'ai pour la bande dessinée. Merci de nous avoir suivis. Un monde de bulles, c'est la seule émission au monde sur la bande dessinée et c'est pas près de se terminer. Ciao.